Bonjour Marc Lazare. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris et aussi à l'Université libre de Rome. Vous êtes un grand spécialiste notamment de l'histoire politique en Italie et en France. Vous venez de publier chez Gallimard avec le sociologue italien Ilvo Diamanti, Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties. Alors si je voulais vous provoquer un petit peu, je dirais pourquoi un livre de plus sur le populisme aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question, mais je pense que jusqu'ici, bien sûr, il y a une énorme production sur ces questions de populisme, mais jusqu'ici, la plupart des travaux se sont concentrés sur les mouvements, les partis populistes, pour comprendre les raisons de leur progression, pour expliquer ce qu'ils font. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est bien sûr de revenir sur cette question, mais surtout de pointer l'impact que d'ores et déjà ces formations populistes, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, ont sur nos démocraties libérales et représentatives en Europe, à partir de l'exemple français et italien. Alors on va y revenir, mais d'abord le titre de votre livre c'est Peuplecratie. Quelle est la différence en quelques mots entre le populisme et la peuplecratie ? Le populisme c'est un mouvement, ce sont des mouvements des partis politiques. La peuplecratie c'est pour nous la nouvelle phase dans laquelle sont rentrées nos démocraties. Alors je vous concède que le titre original en italien est plus beau parce que c'est Popolocrazia, ça chante mieux. Mais peuplecratie c'est peut-être plus neutre, mais c'est cette potentialité, cette dynamique qui est en train de s'instaurer. Alors la question c'est évidemment quelle est la différence avec la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon une définition très connue de Lincoln aux États-Unis, mais avec une série de contre-pouvoirs. La peuplecratie, c'est cette affirmation... On pourrait aussi dire que c'est le pouvoir du peuple. Bien sûr. Puisque démos, c'est le peuple en grec. Exactement. Voilà. Et peuplecratie, c'est l'idée que proposent les populistes que la souveraineté du peuple est sans limite. Qu'à partir du moment où vous avez gagné les élections, vous pouvez tout faire. Et c'est aussi l'idée que, justement, il n'y a plus de médiation, que les partis politiques, les corps intermédiaires sont en voie d'extinction. Et ce qui compte, c'est l'incarnation du peuple à travers un leader. Et puis, c'est l'idée aussi de la démocratie immédiate au sens de la temporalité de l'urgence qu'imposent justement les populistes à tous les acteurs politiques. Alors, dans le livre, vous parlez essentiellement de la situation en Italie et en France. La Ligue de Matteo Salvini et le Rassemblement national de Marine Le Pen, ce sont clairement pour vous des partis populistes ? Oui, ce sont des partis populistes dans le sens qu'ils font appel au peuple. Ils considèrent que le clivage fondamental de nos sociétés, c'est d'un côté le peuple uni, homogène, vertueux par définition, face à un establishment, une caste, une classe dirigeante qui serait supposée tout aussi homogène, tout aussi unie et complotant en permanence contre le peuple. Ça, oui, c'est leur point commun. Puis on a un autre point commun, c'est que c'est un populisme situé à droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. Et donc, ils donnent une définition, par exemple, du peuple qui est une définition très souvent, alors j'emploie une grande expression, ethno-culturelle. C'est-à-dire on est français de souche, c'est une expression très répandue au Rassemblement national, on est italien parce qu'on est descendant d'Italiens, et puis dans le cas par exemple de Matteo Salvini et de la Ligue, c'est aussi parce qu'on est catholique et un catholicisme traditionnel qui est différent de celui que propose le pape François. Justement, vous venez en partie de répondre à la question, c'est comment on peut expliquer le populisme italien, parce qu'il n'est pas né évidemment avec Matteo Salvini, il ne date pas d'il y a 2 ans. Non, c'est un long processus. D'abord, dans l'histoire italienne, il y a plusieurs moments populistes. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on l'a vu émerger. Il y a eu le populisme d'un chef d'entreprise, Silvio Berlusconi, qui a dominé. C'était aussi une forme de populisme, Forza Italia. Alors, bien sûr, parce que c'est un chef d'entreprise qui explique qu'il n'y a pas d'autonomie de la politique. Puisqu'il a réussi dans les affaires, eh bien, il peut réussir en politique et faire le bonheur du peuple. Mais alors, un peuple différent, par exemple, du populisme de Salvini ou du populisme en 5 étoiles ou du populisme en France de Mélenchon. Pour Silvio Berlusconi, le peuple, c'est le peuple de consommateur, celui dont on va satisfaire les attentes à la fois matérielles et puis symboliques, imaginaires à travers ces télévisions. Oui, et alors justement, en France, quelles seraient les origines, c'est pas pareil j'imagine qu'en Italie, l'origine du populisme à la française, qui, comme vous l'avez dit, est un populisme à la fois d'extrême droite avec le Rassemblement national, mais aussi une forme de populisme de gauche avec le front... Enfin, maintenant, ça s'appelle la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ben oui, en France, on a ces deux types de populisme, un qui vient plutôt de la droite, l'autre qui vient plutôt de la gauche, et qui se retrouve dans un certain nombre d'éléments communs, c'est-à-dire justement cette opposition peuple-caste dirigeante, le fait que pour ces populistes, il n'y a pas de problème compliqué, il n'y a que des solutions simples. Et puisqu'il y a des solutions simples, ben, il y a un moyen de tout trancher, c'est le référendum ou la consultation sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est l'idée aussi qu'il y a des ennemis, alors pour le Rassemblement national et la France insoumise, quand bien même ils n'ont pas exactement la même définition, ben, encore une fois, c'est la classe dirigeante, c'est l'Union européenne, et dans le cas du Rassemblement national, c'est ce qui menace l'unité du peuple, la pureté du peuple. Et c'est quoi? Ben, c'est les étrangers, c'est les musulmans, par exemple.
Alors, vous le dites aussi dans votre livre, l'Italie et la France, ce sont deux pays qui ont des institutions et des systèmes électoraux pourtant très différents, mais qui en bout de course, arrivent à des formes de populisme assez proches. Exactement. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est prendre deux pays qu'en général on oppose. Pensons qu'à une seule chose. La France a une bien plus longue tradition démocratique que l'Italie. Vous l'avez rappelé, on a des institutions fortes, certes critiquées, mais la Ve République, l'Italie a des institutions faibles. On a une administration publique efficace, un État efficace. C'est pas le cas en Italie. Et malgré ça, on a de plus en plus de convergence. Et du coup, en prenant le cas de la France et de l'Italie, ça sert en quelque sorte de terrain d'expérimentation qui nous fait réfléchir sur l'ensemble de ce qui se passe en Europe. Et notre idée, c'est que cette peuplocratie, encore une fois, elle n'a pas vaincu, elle n'a pas gagné, mais elle est en quelque sorte elle constitue une érosion des fondements de nos démocraties libérales et représentatives. C'est ce que vous appelez la métamorphose de nos démocraties. Ça veut dire que les démocraties, en fait, la démocratie représentative, la démocratie parlementaire, comme on l'a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est profondément en crise en France, et pas seulement en France, dans beaucoup de pays où le populisme gagne du terrain. Et cette démocratie, on passe à ce que vous appelez une démocratie immédiate. Expliquez-nous ce concept de démocratie immédiate. L'idée, c'est que justement, on a une forme d'épuisement de la démocratie libérale et représentative, que du coup, ce qui s'impose, c'est justement l'incarnation à travers un leader, à travers les mouvements populistes, c'est la temporalité de l'urgence systématique, c'est la simplification c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Il faut être présent tout le temps sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est une campagne permanente. Tenez, je vous donne un exemple. Matteo Salvini, vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur, depuis le 1er janvier jusqu'à la date du 15 mai 2019, une enquête a été faite, a passé 17 jours dans son ministère. Tout le reste du temps, il est sur les réseaux sociaux, en campagne permanente, parce qu'il faut mobiliser le peuple en permanence. Ça, c'est en quelque sorte la rouille qui attaque le fer. C'est le populisme qui attaque les fondements de nos démocraties libérales et représentatives. Et donc, si on réfléchit un peu, je crois qu'il y a une alternative très claire où nos démocraties libérales et représentatives sont capables de se rénover, de se réformer, de donner justement plus d'espace à la population pour qu'elle participe à la vie politique, de résoudre les énormes questions sociales qui sont aussi à l'origine des populistes, le chômage, les inégalités, la pauvreté, ou bien alors notre dessein, et il est peut-être redoutable, c'est ce qui se passe au cœur de l'Europe, c'est-à-dire en Hongrie. Justement, alors parlons-en de la Hongrie. Est-ce que dans les pays d'Europe centrale, comme la Hongrie, la Tchéquie, ou même la Slovaquie ou la Pologne, est-ce que justement ce n'est pas ces pays-là qui sont vraiment les partis de la peuplocratie? C'est-à-dire que dans ces pays-là, les fondements de la démocratie occidentale sont attaqués, c'est-à-dire la justice, les médias, beaucoup plus encore qu'en Italie aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Et pour nous, encore une fois, la peuplocratie, c'est une phase intermédiaire. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui, encore une fois, attaque, déstabilise nos démocraties. Mais l'issue pourrait être ce qui est déjà au cœur de l'Europe, au cœur de l'Union européenne. Vous avez cité ces pays où, effectivement, on appelle ça de plus en plus, parce que ça a été une notion qui a été théorisée par un journaliste, la démocratie illibérale, d'ailleurs revendiquée par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ou encore dans une contraction de démocratie et dictature, la démocrature. Vous votez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voter, mais il y a de moins en moins de véritable compétition, de moins en moins de liberté pour les médias, de moins en moins de liberté pour la justice. Et je vous donne un exemple de moins en moins de liberté. Vous allez penser que c'est un exemple très corporatiste. De moins en moins de liberté dans les universités. Le gouvernement hongrois, actuellement, veut contrôler l'enseignement de l'histoire dans les universités hongroises. Est-ce que vous faites le constat que c'est un échec de l'Union européenne? Il faut rappeler que tous ces pays d'Europe centrale sont rentrés pour la plupart dans l'Union européenne en 2004, c'est-à-dire il y a 15 ans à peine, et qu'ils sont déjà des déçus de l'Union européenne, et que cette déception politique s'exprime par le populisme. Alors oui, et je pense qu'il y aura là une responsabilité à l'issue de ces élections européennes, de savoir qu'est-ce que l'on va faire. Il faut savoir que l'article 7 du traité de Lisbonne a été engagé contre la Hongrie et contre la Pologne, parce qu'il y a justement une violation des valeurs et des principes fondamentaux de la démocratie. Il n'a pas abouti parce qu'il suppose l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Mais je pense qu'une grande question est posée, et cette grande question à l'issue de ces élections européennes, c'est quel type d'Europe nous voulons, quel type de valeurs démocratiques. Alors attention, dans ces pays, Dieu merci, il y a une opposition très faible en Hongrie, parce qu'elle est muselée, mais qui s'est manifestée au cours de ces dernières élections en Pologne, avec plus de 38% pour un bloc de formation qui veulent s'opposer au gouvernement de droit et justice. Il va y avoir des élections à l'automne. Ça sera très important de savoir quel est le destin de la Pologne. Justement, comment vous interprétez le résultat des élections européennes? Justement, on a vu des progressions de partis populistes, nationalistes, et en même temps, un regain de forces social-démocrates dans certains pays, et des Verts, évidemment, dans d'autres.
Il y a des libéraux. Et des libéraux, c'est vrai, des libéraux qui seront pro-européens. Comment dirais-je, un groupe très important au Parlement européen, avec d'ailleurs le président Macron. Donc ce qui veut dire qu'il y a de la résistance à l'intérieur même du système politique européen. Vous avez tout à fait raison. L'élection est caractérisée par tout ce que vous venez de dire. Et c'est là où il faut faire très attention quand on parle des populistes. Mais je vais nuancer peut-être d'une certaine façon ce livre en disant qu'il ne faut ni les sous-estimer, ni les surestimer. Vous savez, en 1942 ou 1943, je ne me souviens plus très bien, Bertolt Brecht, le grand écrivain allemand, écrit une pièce formidable qui s'appelle La résistible ascension d'Arturo Ui. C'est-à-dire, il voulait parler de Hitler. Mais il disait bien la résistible ascension. Il voulait faire réfléchir ses spectateurs sur le fait qu'on aurait pu arrêter cette ascension. Eh bien, nous en sommes là. Oui. Cette ascension des populistes est résistible, y compris parce qu'ils essayent de former un groupe uni au Parlement et vraisemblablement, ils n'y arriveront pas parce qu'ils ont de profondes divergences entre eux. Et comme vous l'avez dit, c'est transitoire. C'est transitoire, ce n'est pas irrésistible. Voilà, exactement. Et ce n'est pas irréversible. Dieu merci. Oui. Alors, un dernier mot sur Trump, parce que vous en parlez aussi un petit peu dans le bouquin, évidemment, plus l'Italie et la France, mais on peut dire que Trump est aussi un président populiste, un peu un Salvini à la sauce américaine. Je dirais que c'est un Berlusconi, parce que Berlusconi, c'est vraiment l'inventeur du populiste chef d'entreprise qui se lance en politique. On a beaucoup d'exemples en Europe centrale dorénavant, et puis on en a un exemple qui est Donald Trump aux États-Unis. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on pensait jusqu'ici que lorsque les populistes sont au pouvoir, ils se fracassent contre le mur de la réalité. Or, on voit très souvent que quand ils sont au pouvoir, eh ben, ils arrivent à gagner des élections. Avec Orban en Hongrie en réduisant les libertés, mais sans réduire les libertés. Ça a été le cas en Italie et ce sera peut-être le cas de Donald Trump. Donc, à gagner des élections et à se faire réélire. Exactement. Donc justement, c'est une résistible ascension, mais finalement c'est un formidable défi pour nos démocraties. Et ce livre essaye de donner des éléments de réflexion à la fois pour comprendre et peut-être pour agir. Merci beaucoup Marc Lazare. Peuplocratie, la métamorphose de la démocratie chez Gallimard. Merci d'être venu en parler dans 64 minutes.